Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour une heure de débat économique. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons vous parler d'une nouveauté dans le domaine de l'investissement agricole. Alors que la production de cultures maraîchères et phénicicoles a réalisé de belles performances, l'Algérie peine encore et toujours à subvenir à ses besoins en termes de produits stratégiques. Des besoins élémentaires qui pèsent lourd, très lourd sur la balance commerciale. J'ai nommé les blés dans ses différentes variétés, l'huile et le sucre. Plusieurs programmes ont été lancés dans le passé dans le but justement de conquérir le sud du pays afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui encore, tout est à faire pour assurer au moins l'un des trois produits essentiels à l'alimentation. La raison pour laquelle l'État veut encourager l'investissement des grandes cultures dans le sud du pays, la création de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terre saharienne a été récemment décrétée et donc un cadre réglementaire a été mis en place. Nous allons vous expliquer en quoi cela consiste, en quoi consiste aussi l'opportunité d'investir dans le sud, quel est le potentiel, quels sont les enjeux en termes de production et de rendement, mais aussi quels sont les enjeux en termes de choix, de culture, de gestion. On sait que des projets d'investissement intensifs dans le sud, il y en a eu par le passé, mais aucun n'avait abouti. Qu'est-ce qui va changer cette fois-ci pour ce projet et qu'est-ce qui est fait pour garantir la durabilité des filières? Voici donc le débat que nous faisons avec nos trois invités. À commencer par vous, Amina Yamsi, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes consultante en agriculture et développement durable, gouvernance environnementale et biodiversité. Voilà l'une de vos casquettes. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Monsieur Chouaki Salah. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, merci d'être là aussi. Vous représentez le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Vous êtes le directeur du développement agricole et rural dans les zones arides et semi-arides. Et nous avons également le plaisir d'avoir avec nous à distance via Skype et à partir de Ouargla, Monsieur Slimane Hanachi. Bonsoir, Monsieur Hanachi. Monsieur Hanachi, vous êtes le commissaire au développement de l'agriculture des régions sahariennes et vous intervenez donc, comme je le disais, à distance avec nous à partir de Ouargla, Wilaya, où se trouve justement ce commissariat. Voilà donc pour le plateau de ce soir. Avant de l'entamer, je vous propose d'abord d'aller nous intéresser à ces grandes cultures que les pouvoirs publics veulent développer, donc dans le sud du pays, des cultures dites stratégiques car elles sont essentielles à l'alimentation des Algériens. Actuellement, le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural vise à développer ces filières, notamment les cultures oléagineuses et sucrières, outre la céréaliculture, afin justement de réduire la facture d'importation. Dans ce reportage réalisé par Saïda Mariouf, nous allons écouter notamment l'Institut national des grandes cultures. Reportage. Les grandes cultures, autrement dit, toute culture pouvant croître sur de grandes étendues. Une réalité aujourd'hui qui s'intensifie et qui prend de l'ampleur. La céréaliculture, en première position, voit son champ de labour s'élargir davantage. La céréaliculture et bien sûr les cultures oléagineuses, les protéagineuses et les cultures, tout ce qui a trait aux légumineuses alimentaires et fourragères. Et chaque année, nous emblavons aux alentours de 3 400 000 hectares. Bien sûr, répartis sur blé dur, blé tendre et orge. Beaucoup plus de blé dur que de blé tendre et d'orge. L'Algérie dispose incontestablement de grandes potentialités et d'atouts indéniables afin de développer dans le Grand Sud des filières stratégiques, notamment les cultures oléagineuses et sucrières, et réduire ainsi la lourde facture de leur importation. Nous sommes en train de nous déployer au niveau de la wilaya de Ouargla, à Ghardaya, Mnia particulièrement, et aussi à El Oued et à Adrar. Donc, dans la feuille de route de notre ministre de l'Agriculture pour laquelle il s'est engagé, donc, il y a aussi le développement des cultures stratégiques, entre autres le colza, la betterave sucrière, le maïs et bien évidemment, sans perdre de vue tout ce qui a trait au blé dur et tendre et orge. Tout cela pour réduire les importations.
Bien évidemment, je vous donne à titre d'exemple, il y a 2 années, on était à peine en ce qui concerne la production du maïs à Adrar, à quelque chose qui ne dépassait pas les 80 hectares mis en place. Et pour cette année, nous sommes passés à plus de 7 900 hectares. Et ça, c'est important. La recherche scientifique dans la maîtrise des variétés de qualité à cultiver joue un rôle primordial dans la concrétisation de ces projets d'envergure. À titre d'exemple, pour ce qui est du colza, Monsieur le ministre s'est engagé pour la mise en place de 3000 hectares. Nous sommes dessus. Nous sommes sur le segment production des semences à multiplier, bien évidemment. Nous sommes pratiquement à une superficie avoisinant le 1000 hectares. On est un peu partout, et particulièrement à l'est, à Constantine, à Guelma, à Soukharas, à Mila, à Tarf, à Annaba. Des essais sur le soja, sur le tournesol et le cartam aussi. Et ceci, donc, pour diminuer... Absolument, notre souci, c'est de pouvoir limiter tout ce qui est importation et par voie de conséquence, agir sur tout ce qui est hémorragie en devises. Des projets structurants à même de booster les filières stratégiques et augmenter le rendement et de réduire ainsi les importations des produits qui pèsent sur la balance commerciale. Le débat de ce soir donc porte sur le potentiel, la capacité de l'Algérie à pouvoir développer des filières dites stratégiques essentielles. On parle du sucre, des blés, donc tendre et dur, également le sucre en Algérie, mais pas au nord, cette fois au sud. Et la chose a été donc décidée de manière officielle à travers un décret. Un office a été créé, celui du développement de l'agriculture industrielle en terre saharienne. Première question pour vous, Monsieur Chouaki. En quoi consiste cet office? Quelle sera sa mission essentielle? En fait, merci beaucoup. L'office, le décret d'office a été promulgué le 22 septembre, comme vous l'avez dit, 2020, donc c'est tout récent. En fait, il est là pour booster l'investissement agricole et agro-industriel dans les zones sahariennes, dans les régions où en terre saharienne, dans les régions sahariennes. Il est là pour développer les cultures stratégiques, donc tout ce qui est céréales, blé, maïs, les oléagineuses, colza, arachides, soja et les sucrières, la betterave sucrière. C'est un instrument, c'est un nouvel instrument, léger dans sa conception, ce n'est pas un mastodonte, qui permet au fait de débureaucratiser un peu l'accès au foncier, d'une part, et de faciliter l'investissement. Actuellement, l'accès au foncier est difficile. Les procédures sont lourdes. Il y a des procédures, c'est le wali qui attribue. Maintenant, c'est l'office lui-même qui gère le portefeuille foncier. C'est lui qui gère le portefeuille foncier. C'est lui qui étudie les dossiers. C'est lui qui suit les investisseurs. C'est un guichet unique, donc. Il y a un guichet unique. Il est constitué d'un conseil d'administration, d'un guichet unique et d'un groupe d'experts, pour étudier les dossiers. La nouveauté dans cet office, c'est que les experts ne sont pas forcément des administratifs, c'est des experts de développement, des experts de la recherche qui vont étudier les dossiers. En somme, ce n'est pas une administration qui va en fait s'occuper de gérer, de donner ou pas des parcelles de terrain, étudier aussi la faisabilité d'un tel ou tel projet. Elle gère son portefeuille foncier qui lui est attribué par l'État, par un arrêté interministériel, donc les finances, l'intérieur, l'agriculture et les ressources en eau. Alors, on va revenir justement sur toutes les difficultés auxquelles peut faire face un investisseur et évidemment les solutions que peut apporter l'Office. Je voudrais aller
à Ouargla et poser la question à M. Hanachi. Vous qui êtes donc, je le rappelle, commissaire au développement de l'agriculture des régions sahariennes, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur le potentiel agricole dans les périmètres du Sud qui sont connus pour le stress hydrique? On sait que la culture maraîchère ont donné un grand succès dans le sud du pays, mais est-ce que les cultures dites stratégiques type sucre, graines oléagineuses et blé, est-ce qu'il y a eu des expériences réussies dans le sud, M. Hanachi? Merci. Donc, pour revenir au potentiel existant, on peut dire que on est, en termes de ressources, on est à la moitié de ce qui peut être mobilisable. On exploite actuellement plus de 3 milliards de mètres cubes. Donc, sur un volume global qui est permis pour l'agriculture de 6,3 milliards de mètres cubes par an, on est pratiquement à la moitié de nos réserves qui peuvent être exploitées dans le futur. Sur le plan de sport, on est pratiquement à 500 000 hectares, déjà qui est dans 400 000 irrigables. Et comme vous le savez, tout ce qui est irrigué aussi, tout est à l'irriguer. Donc, quand on parle de stress, on est dedans. La particularité, c'est que les cultures ancestrales, c'est l'oasis. L'oasis, pour rappel, on a hérité au début des années 40, on a hérité pratiquement 60 000 hectares d'oasis. Depuis le temps, Monsieur Hanachi, il me semble que le son n'arrive pas complètement et vos phrases sont légèrement assurées. Nous allons revenir vers vous une fois la communication correctement rétablie. Nous revenons vers vous donc pour réexpliquer à nouveau, parce qu'on n'a pas eu toutes les données complètes. Il semble que la connexion n'est pas de notre côté ce soir. Monsieur Hanachi essaie d'expliquer à Amina Younsi justement quel était le potentiel en fait des périmètres qui pouvaient, des filières qui pouvaient être développées. Aujourd'hui, est-ce que on sait qu'il y a eu des expériences d'exploitation de filières intensives. Est-ce que ces expériences ont été réussies par le passé? Est-ce qu'on a gardé des expériences réussies? Alors, pour commencer par rapport aux expériences réussies, d'abord je voudrais donner un hommage rendre un hommage à M. Hadj Miloud, un enseignant de l'École nationale d'agriculture qui nous a enseigné donc, le module des cultures stratégiques comme la betterave et la malherbologie. Et à cette occasion, donc, je me recueille, je dis, bon, Allah yarhamou. Aujourd'hui, on est en train de sortir un peu toutes les connaissances et nous avons besoin de mettre à disposition pour les politiques actuelles et les programmes actuels. Par rapport par rapport aux expériences, oui, il y a eu des expériences dans la région, dans le Haut-Chélif et dans la Tizi Ouzou sur la betterave sucrière. L'expérience n'a pas abouti. Les projets n'étaient pas durables pour des raisons importantes liées aux variétés. Les variétés utilisées, c'était des variétés qui n'étaient pas monogermes. C'est des variétés polygermes, c'est-à-dire elles donnaient plusieurs racines et ça posait des problèmes de mécanisation et de gestion des pratiques culturelles et de l'entretien des cultures. Il y avait des problèmes liés au traitement des maladies. Par exemple, la betterave sucrière est une plante qui est très connue par l'importance des maladies. Et aussi, il y a aussi un autre facteur social, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre est très très coûteuse et il a fallu vraiment arrêter le projet parce qu'il n'y avait pas la maîtrise de tous ces facteurs. Pour ce qui est précisément de la betterave sucrière. Pour ce qui est de la betterave sucrière en tant que projet. Oui.
Aujourd'hui, avec cette relance de ces produits stratégiques, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement un produit stratégique par rapport à ces cultures. Aujourd'hui, au niveau mondial, il y a des perturbations importantes. Le sucre, le prix du sucre en 2017 et aujourd'hui n'est pas le même. Les prix ont complètement chuté de moitié. Les raffineries ont fermé en Europe. Et un pays comme la France, qui employait en 2017 quelques 96 000 employés, aujourd'hui la filière emploie 46 000 employés. Il y a des problèmes de réussite de ce genre de culture stratégique parce que ce sont des semences qui sont utilisées à condition qu'il y a des pesticides utilisés avec. Étant donc c'est une culture qui est fragile et donc sensible aux parasites. Ce sont des semences qui ont été ajustées. D'ailleurs, je vais le dire, ce sont des OGM. Le colza, le soja, la betterave sucrière ne peuvent pas réussir si ce sont des semences non OGM. Oui. Donc, du point de vue stratégique, il y a eu de la recherche biotechnologique à travers le monde. Il y a eu des dépenses. Beaucoup d'argent dans les laboratoires de recherche agronomique, donc, et des multinationales. Donc, obligatoirement, il faut des stratégies pour sauver ces filières stratégiques à l'international. Donc, personnellement, moi, je me pose la question, est-ce que nous ne sommes pas en train de sauver les filières de certains pays? Donc, le message est arrivé. Vous considérez, enfin, vous mettez en tout cas un bémol sur la durabilité d'une part, puisque vous dites que la betterave sucrière est fragile et d'autre part, elle nécessite donc une utilisation de pesticides. Je reviens vers vous, Slimane Hanachi, qui, je le rappelle, intervenait à partir de Ouergla. Je vais vous reposer la question parce que l'essentiel de ce que vous avez dit n'a pas vraiment été entendu. Quel est le potentiel agricole dans les régions du Sud? Quelles sont parmi les filières qu'on a citées qui ont déjà été exploitées dans le Sud, qui ont réussi ou pas? Donc, avant de parler de réussite, on insiste beaucoup plus sur les potentialités. Sur le plan ressources en eau, on est à moitié de nos réserves, donc on peut doubler les superficies. Par rapport au sol, on n'a pas de problème de potentialité en sol. Donc, a priori, on a identifié des périmètres destinés pour la grande mise en valeur et aussi bien la petite et moyenne exploitation. Les travaux sont pratiquement achevés sur le plan délimitation, études agropédologiques, etc. Donc, les zones potentielles sont identifiées. Il reste maintenant pour l'Office qui va prendre en charge l'aspect délimitation, études préliminaires et accompagnement des investisseurs, des futurs investisseurs industriels ou agro-industriels. Et il y a lieu d'affiner certaines études pour les faisabilités de leurs projets. Lui aussi, il sera accompagné de deux grandes institutions régionales, le Commissariat au développement de l'agriculture des régions sahariennes et l'Institut technique de développement de l'agriculture saharienne, qui chapeaute aussi l'aspect technique sur tout le Sud. Donc, il sera accompagné pour encadrer l'attribution et les futurs investisseurs. Ceci dit, donc, pour revenir les cultures. Je pense que la communication s'est interrompue à nouveau, malheureusement. On va essayer de reprendre à nouveau, Monsieur Hanachi, peut-être par téléphone, ne plus compter sur Internet, en tout cas pas pour ce soir. Je me retourne vers vous, Monsieur Chouaki. Peut-être que vous avez une réaction par rapport à ce qu'a pu dire Amina Younsi par rapport. On commence, on va parler des filières une par une. On va commencer par la betterave sucrière. Est-ce que ces aléas, ces difficultés
liées notamment à la fragilité des semences et à l'utilisation des pesticides a été prise en considération par l'Office? C'est trop dire. Je crois que pour l'Office, il n'a pas encore effectivement démarré, installé. Mais je vais répondre à votre première question, les expériences réussies, réalisées et réussies dans les régions sahariennes. Le blé, toutes les céréales ont réussi au niveau des zones sahariennes. Nous travaillons aujourd'hui pour diversifier la gamme des céréales. Donc le maïs, on est entre 40 et 45 quintaux à l'hectare de rendement. Les céréales, on a fait des pics de 80-90 quintaux à l'hectare. Donc pour les céréales, il y a une maîtrise. Pour les oléagineuses... Et quelle est l'envergure des périmètres dans le sud du pays qui donnent du blé? Si ma mémoire est bonne, on est à 400 000 hectares. Hein. Pour les oléagineuses, des expériences ont été menées sur la canne à sucre, sur le tournesol. Ils ont donné de bons résultats, ça marche. Le soja, on n'a pas encore d'expérience, mais le soja, on est optimiste parce que c'est une plante d'hémisphère nord et d'hémisphère sud, donc elle se développera très bien dans le sud, mais il va falloir un accompagnement technique, etc. La betterave sucrière, des expériences ont été menées à Ouargla sur 26 variétés. Nous avons retenu, 6 variétés ont été retenues et elles se comportent très très bien. Ce sont les variétés de semences de toutes ces filières que vous venez de citer sont importées ou bien est-ce que nous sommes autosuffisants en matière de production de semences? Pour le colza, c'est que l'expérience menée dans le Nord, le directeur général du TGC en a parlé, ça a été des expériences réussies et c'est nos semences qu'on utilise sur 3000 hectares. Donc il a bien dit 1000 hectares pour la production de semences qui nous permettra d'emblayer au moins 200 000 hectares par la suite et 3000 hectares pour la production. Effectivement, je rejoins un peu Madame Younsi, mais pas tout à fait. C'est vrai que le soja, le colza et il y a des variétés OGM, surtout en Amérique latine. Mais il y a des variétés hybrides. Faire la différence entre un hybride et un OGM. Un hybride n'est pas forcément un OGM. Quelle est la différence? La différence, c'est que l'OGM a été manipulé. On ramène un gène génétiquement modifié, en génétiquement modifié. Un hybride, non, c'est on ne peut pas multiplier la semence. On est dépendant en matière de semences. Oui. Et en l'occurrence, l'Office a sûrement une politique en matière d'utilisation des semences. Oui. Ce n'est pas pour rien qu'on a intégré, que ce soit dans le conseil d'administration, que ce soit au niveau des experts, la recherche. Oui. Parce que, et c'est l'une des nouveautés de l'Office, c'est que la recherche va accompagner l'Office. Et avec l'Office, dans les experts, nous avons le CEDARS, nous avons l'Institut technique, l'Institut de développement de l'agriculture saharienne, donc l'ITEDAS, qui vont accompagner l'AUDAS. Ils feront appel à des experts des universités, des centres de recherche. Très bien. Nous avons Monsieur Slimane Hanachi, cette fois avec nous par téléphone et non pas via Skype. Je suppose que vous nous entendez. Une autre question pour vous, Monsieur Hanachi. Pour continuer sur la lancée des semences, est-ce que les régions du Sud ont... Vous suivez en tout cas les exploitations de différents périmètres, de petites jusqu'à moyennes. Quelle est la culture dans le sud du pays en matière de semences? Est-ce que c'est l'utilisation des semences locales ou bien est-ce qu'il y a un recours à un catalogue ou une banque de semences qui est convenue par les autorités locales? Donc pour tout ce qui est semences, on parle d'ailleurs on a toujours parlé de guerre des semences. Pour les céréales,
tout à l'heure, dans le documentaire, le directeur général de l'ITGC a parlé des expérimentations menées à El Mnia et à Ouergla sur plus d'une douzaine de variétés de céréales, blé notamment. Donc, a priori, les résultats obtenus, c'est-à-dire une douzaine pratiquement de variétés qui s'adaptent bien à la région. Et quant aux expériences du passé, il y a une dizaine de variétés locales à Haute-Ouest, c'est-à-dire à Adrar, et traditionnellement qui étaient utilisées. C'est des variétés endémiques de la région qui donnent de bons résultats. Et même l'INRA a travaillé, la station de l'INRA à Adrar, ils ont travaillé longtemps sur les variétés locales. La station aussi de l'INRA à Tougourt, la même chose. Donc ils ont essayé de collecter les variétés locales qui étaient pratiquées. Donc sur le plan ressources et locales, il y a un potentiel considérable. Mais la question qui reste toujours posée, c'est la multiplication. C'est particulièrement pour les céréales. Mais pour les autres cultures, comme les oléagineuses et la betterave sucrière, etc., ils ne sont pas encore maîtrisés. Et on n'a pas de semences, c'est-à-dire semences algériennes ou semences, c'est-à-dire certifiées. Ce sont des semences hybrides. Les expériences qui ont eu lieu, c'est des tentatives. On ne peut pas parler d'expérimentation avec résultats, etc. C'est des agriculteurs. C'est des agriculteurs beaucoup plus qui ont testé. Il y a un travail qui a été mené à Gassetoui par le biais d'un investisseur. Même s'il est Kimangolo mené par des techniciens, on ne peut pas le généraliser immédiatement. Donc il y a un travail à faire. Que la gestion des semences dans les régions arides, celles du sud du pays, sont encore au stade embryonnaire. Elles ne peuvent pas encore permettre, en tout cas, d'imaginer une culture intensive. C'est bien ça? Non, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être menée en intensif. Si, mais sur le plan performance de la variété et stabilité variétale, c'est un travail à faire par des spécialistes pour avoir les quantités qu'il faut, etc. Oui, en fait, ce travail pour les céréales, il est maîtrisé par les ITGC. Il faut qu'il puisse savoir ce que va donner finalement sa semence. On a compris l'idée, M. Hanachi. Amina Younsi, est-ce qu'il y a lieu de faire le rapport entre... C'est vrai que c'est un thème nouveau qui est proposé maintenant à l'Algérie, mais je crois qu'il faut qu'on revoie un peu le décret. Le décret, essentiellement, il a été rédigé sans tenir compte de plusieurs lois. Et ça, on ne le voit pas dans le préambule. Je trouve quand même inquiétant. C'est très inquiétant. Premièrement, il y a la loi sur l'aménagement du territoire, la loi 1002 qui n'est pas du tout citée. Dans cette loi, il y a plusieurs scénarios de développement des régions du Sud. Si on considère ce décret, ça veut dire que nous sommes dans le scénario étatique où c'est l'État qui décide des projets de développement sans tenir compte de la participation des autres partenaires socio-économiques. Deuxième loi, la loi de la santé de juillet 2018. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi de la santé? Je l'ai là. Protection du milieu et de l'environnement. L'article 111, il dit que tous les services de santé veillent en collaboration avec les autres services concernant l'application de la réglementation en matière d'emploi des substances chimiques, la production et la conservation alimentaire, végétale et animale, ainsi que des produits phytosanitaires et de synthèse. Alors la question que j'adresse moi au ministère de l'Agriculture, quelles sont les doses à ce moment-là toxiques? Est-ce qu'elles sont déjà arrêtées par rapport à ces cultures industrielles? Pardon. La troisième loi. Cet office est pluridisciplinaire. Il intègre trois ministères, c'est bien ça. C'est plusieurs ministères. Donc la troisième loi, donc la loi de la santé, plus le plan cancer. Le plan cancer
en février 2020, le président a dit, dans l'axe 1, je voudrais connaître les facteurs les facteurs phytosanitaires qui causent les cancers. Ça veut dire que nous sommes en plein débat en Algérie sur ça. Et qu'aujourd'hui, on demande aux investisseurs de venir investir. Maintenant, si pour faire des plantes sucrées, par exemple, on peut s'amuser à faire ça. Si on veut développer des filières, il faut passer par les OGM. Mais les OGM, est-ce qu'on a une politique pour accepter Je ne suis pas en train de dire l'OGM pas bon ou mauvais. Je suis en train de dire, est-ce que nous avons analysé les risques? C'est de ça que je parle. Pardon, madame, excusez-moi. Le quatrième loi qui n'a pas été prise en compte, c'est la loi sur les ressources biologiques. Elle n'est pas citée. La loi sur l'environnement, elle n'est pas citée. La loi phytosanitaire, elle n'est pas citée. Donc, comment peut-on produire un tel décret, une telle décision de développer des cultures stratégiques sans consulter ces lois? Donc, ça, c'est vraiment... Votre question est arrivée, on va écouter la réponse, ou un élément de réponse avec vous, M. Chouaki. Merci. Nous sommes dans le développement agricole. Nous sommes effectivement dans de nouvelles filières. Nouvelles filières uniquement pour les oléagineuses et la betterave sucrière. La betterave sucrière, elle avait dit, Madame Younsi, on a eu l'expérience du haut-chélif, etc. Mais c'est beaucoup plus des raisons économiques qu'on fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'on tire les leçons du passé. Aujourd'hui, en Europe, ailleurs, on ferme les sucrières. C'est ce qu'on avait dit pour le lait quand on a commencé à faire nos laiteries ou là quand on a commencé à essayer de produire nos huiles. Il était plus économique d'importer plutôt que de produire. On est arrivé dans une situation de dépendance en matière de l'huile alimentaire, parce que quand on parle des oléagineuses, il ne faut pas voir que l'huile, il faut voir les tourteaux. Un aliment de bétail. Pour l'aliment de bétail. Et nous importons 100% nos tourteaux. Nous importons toutes nos huiles alimentaires. Aujourd'hui, faut-il continuer dans cette politique avec la crise ou changer de cap? On préfère produire chez nous. Nous avons les potentialités pour le faire aujourd'hui. Mais encore faut-il le produire dans des normes sanitaires. C'est un petit peu ça l'essence de la question. J'y arrive. Nous sommes le pays qui utilise le moins de pesticides. Le moins de pesticides. Je ne citerai pas le pays, mais un pays est venu dire « je prends toutes vos productions parce qu'elles sont, je ne dirais pas biologiques parce qu'il faut qu'elles soient certifiées, mais elles se rapprochent du naturel. » L'agriculteur lui-même n'aime pas les pesticides. Maintenant, l'audace... Et les pesticides coûtent cher. Et chez nous, l'agriculteur n'est pas un agriculteur intensif de nature. De nature. Et en plus, elles coûtent cher. Et avec la conjoncture actuelle, difficulté d'acheminement, difficulté d'encre. Mais dans l'audace, il y a un encadrement technique et scientifique. On encadre l'investisseur. Il y a des contrôles du sol, il y a le contrôle de l'eau, le contrôle des pesticides utilisés, des doses utilisées et des engrais utilisés. Et des semences aussi? Il y est dans le décret. Les semences, c'est un autre problème, madame. Pour les semences céréalières autonomes, on n'importe plus de semences de blé. On ne parle pas de blé. Pour la pomme de terre, on est pratiquement à 80-90% indépendant. Bon, pour les oléagineux, c'est des nouvelles filières qu'il va falloir construire. On les construira avec nos instituts de recherche, avec nos instituts techniques, avec les universités qui suivent. Aujourd'hui, il y a un cahier des charges qui est prêt. Lorsqu'un investisseur souhaite venir donc investir, il propose une étude, évidemment. Cette étude, elle est étudiée par qui? Par le groupe d'experts, par le comité technique et scientifique. Qui donc validera la faisabilité ou pas. La faisabilité ou pas de l'étude. Et pour ce qui est donc des conditionnalités Pour revenir pour les OGM, je fais rappeler à Madame Younsi que l'Algérie interdit l'importation des OGM. Nous avons la circulaire de 2020 et que le certificat non OGM est exigé pour les semences importées.
Oui. Il est exigé pour les semences. Pourquoi vous dites théoriquement, Amina Younsi? Théoriquement, parce que non, mais les filières qu'on veut développer aujourd'hui, il faut être concret aujourd'hui. On ne peut pas concrétiser ces filières si on n'utilise pas ces semences OGM. Le débat actuel en Europe, excusez-moi, M. Chouari, le débat actuel en Europe, il y a une semaine, il parle de quoi? Il parle des néonicotinoïdes. Ce sont des substances qu'on utilise pour enrober ces semences et qu'on doit utiliser pendant le cycle de vie de croissance de ces semences stratégiques dans le cas de ces filières. Il y a un débat houleux parce que les glyphosates, par exemple, qui représentent ces nicotinoïdes, ont été interdits en Europe. Ensuite, il y a eu une demande de dérogation pour prolonger leur utilisation jusqu'à 2023. Alors, malheureusement, il y a eu un vote minoritaire. Malgré le vote minoritaire, il y a eu un accord pour la prolongation de l'utilisation du glyphosate avec ces semences, parce que la filière, par exemple, betterave sucrière, a coulé en Europe. 40% de chute de rendement, 40% de perte, c'est énorme. Donc moi je suis une experte, j'évalue tout. Je me dis pourquoi en ce moment où en Europe il y a une crise par rapport à ces néonicotinoïdes, en Algérie, on accepte de développer mais que répondez-vous, Amina Younsi, au fait de dire que l'Algérie a besoin de se libérer en fait des importations de produits récurrents, comme on parle de sucre et de l'huile aussi. Comment faut-il faire en fait? Faut-il aller sur des petites parcelles? Faut-il éviter l'intensif sous prétexte que l'intensif va directement et inévitablement vers les OGM? Je suis en train de dire ne pas utiliser les OGM ou utiliser-les. C'est que nous ne savons pas quels sont les impacts sur la santé, sur le consommateur et sur le citoyen que peuvent causer. Regardez le cas du Covid, nous sommes en train de vivre un cas exactement pareil. Ce qui est demandé, d'ailleurs réglementairement demandé, même la loi phytosanitaire elle le demande, il dit à chaque fois qu'on doit utiliser une culture. Et même dans la loi du consommateur, la 7e loi qui est bafouée dans ce décret, c'est la loi du consommateur. Donc, il faut analyser tous les aspects. Et pour tout ce que nous devons utiliser, nous devons connaître les doses maximales, les doses minimales. Et aussi, est-ce que nous avons choisi, comment nous sommes arrivés à choisir ces cultures stratégiques avec toutes ces contraintes que vivent ceux qui maîtrisent ces filières depuis de longues années, 40 ans, ils sont en train de couler, ils sont en train de fermer, les raffineries ferment, les néonicotinoïdes ont causé la perte des abeilles, des grands pollinisateurs comme le papillon. Il y a un papillon monarque qui a disparu à cause de ces On a compris l'idée, Amina Younsi. Peut-être Monsieur Slimane Hanachi, qui est avec nous par téléphone, à partir de Ouergla, a une réaction à avoir par rapport au débat qui est en train de se faire autour de utiliser ces semences qui semblent être OGM ou pas. Oui, moi je tiens à rappeler que dans la feuille de route qui a été élaborée par le secteur, on a insisté sur la certification des semences, notamment celle des filières dont on parle. Mais pour les céréales, on maîtrise la situation quand même. Et on a une population à nourrir. Et pour revenir à l'audace, la question, ce n'est pas cet office qui va poser le problème des OGM. Les périmètres et les essais dont on parle, que ce soit pour le maïs ou pour les céréales, pour les arachides, les expériences sont déjà menées et les résultats sont là. Donc sur ce plan, on n'a pas attendu l'office pour faire les grands périmètres. Il y a des grands périmètres déjà actuellement. Les gens utilisent les engrais, c'est vrai. Il y a un travail à faire de proximité, de vulgarisation en termes de maîtrise des doses, etc. Slimane Hanachi, justement, puisque vous parlez des efforts qui sont faits et des réussites qui ont été engrangées jusque-là, en parlant du blé, quelle est l'envergure des parcelles de terrain qui ont été mises en valeur jusque-là et
puisqu'on s'oriente vers une culture intensive, est-ce qu'il y a beaucoup de travail en termes de mise en valeur pour pouvoir atteindre des objectifs tels que le souhaite en tout cas l'Office, c'est-à-dire exploiter ces 3 filières stratégiques? Vous me ramenez à rappeler le programme du gouvernement en 92. Ça remonte à longtemps, ça. Hein? Il y a un programme du gouvernement depuis 92 qui a tracé la mise en valeur dans le sud, et des investissements colossaux ont été mis en place. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore valorisé ce qui a été investi. Combien a été valorisé? Il y a des lignes de très haute tension avec le ministère de l'Énergie qui ont été réalisées rien que pour les périmètres de mise en valeur. À Adrar, à Ouargla, 150 km de l'Hadjira jusqu'à Gassitouil. Et presque 140 km de Kabertan, fait Adrar jusqu'à Aoulef. Et actuellement, la très haute tension est arrivée jusqu'à Ain Saleh. Donc un investissement très très important, sans parler des études de délimitation, des études agropédologiques, des forages réalisés, des lignes de basse tension matérialisées. Donc tout ce travail n'est pas encore valorisé. Malgré les réussites qui sont constatées par-ci, par-là, à Lemnia, à Eloued, à Ouargla, on est arrivé à 80 quintaux, des pics peut-être plus de 80 quintaux à l'hectare. Mais tout ça, ça ne veut pas dire que ça y est, on a Eureka. Il y a des précautions à prendre, il y a des problèmes de salinité, il y a des problèmes de remontée, il y a pas mal de contraintes qu'on doit maîtriser. Mais cette question de pesticides, c'est effectivement, il y a un abus, surtout pour les agriculteurs non avertis, il y a un abus d'utilisation des pesticides. Concernant les importations de semences dont on ne dispose pas, pour les filières nouvelles, dans la feuille de route, on insiste beaucoup plus sur la certification de tout ce qui sera importé. Et normalement, nous avons des institutions chargées de... Oui, Pour revenir à la question de l'environnement, on reviendra à cet aspect, M. Hanachi. On va vous reposer la question dans un moment par rapport aux questions liées à l'environnement. Il disait bien, hein, beaucoup d'efforts ont été faits, il nous a ramené à 92, ça remonte quand même. Un investisseur a besoin d'avoir une visibilité et savoir aussi combien ça va lui coûter. Il semble qu'il y a beaucoup de contraintes qui vont coûter cher. Hein, et ça va coûter cher à l'investisseur, hein, c'est bien ça. C'est bien. Je crois qu'on va resituer un peu dans le contexte. Hein. Si on va dans le contexte international, ce n'est pas uniquement les OGM, les pesticides qui font... Non, on parle d'investissement, mais allez-y, allez-y, encore un mot par rapport à ça. Oui. Mais je passe. Je rebondis un peu sur ce que disait mon collègue M. Hanachi. La feuille de route, elle n'a pas tenu compte uniquement du développement de ces filières, et également l'encadrement de ces filières. Donc le renforcement des capacités, des contrôles aux frontières, des contrôles des produits, des bases logistiques sont prévues dans le cadre de la feuille de route. La feuille de route, c'est le programme du ministère de l'Agriculture. Son programme découle de la feuille de route. Donc on n'est pas parti comme ça, aveuglément, il faut développer les cultures stratégiques, quel qu'en soit le prix, quelles qu'en soient les conséquences. Non, tout ça est encadré par la feuille de route, par les bases logistiques qu'on va mettre en place, par le renforcement de l'autorité phytosanitaire et zoosanitaire également. Donc c'est tout un processus, des mécanismes qui sont en train de se mettre en place. En vertu du décret, hein, c'est bien ça. En vertu du décret, et
pour la protection, non seulement de l'environnement, mais du consommateur surtout. Nonobstant les aspects à caractère voilà, sécurité, comme vous disiez, phytosanitaire, qui sont très importantes, je voudrais qu'on parle sur un plan purement économique. Cela coûte cher d'investir dans le Sud. Est-ce que le nécessaire est disponible? On a parlé de la mise en valeur. Monsieur Hanachi a parlé des lignes haute tension. Est-ce qu'il y a l'énergie suffisante et aussi les moyens d'irriguer? La feuille de route, j'y reviens, puisque c'est notre fil conducteur. Fil conducteur. Donc pour l'énergie, on ne table pas uniquement sur l'énergie électrique. On table également sur l'énergie renouvelable, l'énergie solaire, et c'est dans le cahier des charges, on encourage l'utilisation de l'énergie renouvelable. Pour les ressources en eau, pour l'eau, l'ANRH a fait ses études, a fait des études. Donc, c'est elle qui définit le débit, qui donne les débits pour les périmètres, là où il y a de l'eau. Et c'est elle qui contrôle ce débit. Les périmètres sont décidés en fonction de cela, j'imagine. Ils sont décidés en fonction d'abord de la ressource. Combien de périmètres ont été déterminés? Combien de périmètres exploitables dans le cadre de ce plan? On est en train de travailler là-dessus avec la ZAL, avec le BNEDER, avec l'INSEAD pour déterminer le portefeuille. C'est en cours. Hein. C'est en cours, pour déterminer le portefeuille foncier à remettre à mettre à la disposition de l'audace. Dans ce portefeuille, l'audace va délimiter son périmètre. Et quelles sont les conditions, justement? Vous allez offrir des périmètres donc, à l'investisseur, à l'investissement. Que contiendra, quelles sont les conditions sine qua non que vous allez offrir avec ces périmètres? Donc, il y a la capacité hydrique. Est-ce qu'il y a aussi l'énergie, par exemple? Ou bien est-ce que l'investisseur va devoir investir dans une production de renouvelables, par exemple, hein, je pose la question. Oui, il doit investir dans le renouvelable. Il peut investir dans l'industrie aussi de transformation, parce que si on met de la betterave sucrière à Ouargla ou à Darar ou ailleurs, il est inconcevable de dire que l'unité de trituration sera au nord. Oui. Donc, il faut qu'elle soit sur place. C'est des investissements, mais c'est aussi des investissements à long terme. C'est-à-dire, on investit dans la durabilité. Si elle met à sa disposition une concession, une assiette foncière, c'est pas pour lui dire demain, prenez vos affaires et... Donc, c'est un projet intégré sur le long terme. C'est un projet intégré et sur le long terme. Il y a des clauses qui sont définies dans le cahier des charges. Il y a un accompagnement technique. Oui. Il y a des facilitations surtout pour aller vite dans ces investissements, ne pas courir après l'autorisation de fonçage, ne pas courir après la Sonelgaz pour l'électrification, ne pas courir après les domaines pour son acte. Donc c'est l'office qui va faciliter l'accès. C'est l'office via son guichet unique qui va faciliter l'accès à tout ça. Et une dernière question par rapport au financement bancaire? Ça relève de l'investisseur. Mais le guichet unique lui facilitera. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une réponse dans les 3 mois, les 6 mois, son dossier sera étudié en priorité. Est-ce que, c'est peut-être pas les missions de l'Office, mais est-ce qu'il est prévu des aides des aides financières, c'est-à-dire une aide au niveau du crédit? Est-ce que ce sera des crédits qui seront aidés? Est-ce qu'il y aura une subvention? On n'a pas parlé de crédit pour le moment, de subvention dans ce... Oui. On essaie d'informer en tout cas les gens qui sont intéressés. On parle d'argent parce qu'il semble que lorsqu'on parle du sud, du désert, c'est des conditions très austères et qui demandent beaucoup d'argent. On a parlé avec M. Hanachi des remontées de sel. Est-ce que ce sont des problématiques qui sont facilement solvables ou bien moins? Non, dès qu'on utilise beaucoup d'engrais, c'est fini. On est en train d'aller vers la stérilité des milieux. L'eau qu'on doit utiliser maintenant pour ces périmètres, pour les cultures stratégiques, il faut compter au moins déjà 7 millions de litres par hectare par an. C'est énorme. Si c'est énorme et c'est disponible, qu'il y a toute une étude pour ça... Pour les 3 types de filières?
pour les cultures stratégiques. Donc, il faut vraiment le prouver. Il faut rassurer l'investisseur, lui dire oui, vous avez cette disponibilité pour combien de temps. Dire, moi, je veux bien que l'audace fonctionne, mais il faudrait que l'audace puisse fournir toutes les études que l'investisseur demande. Si j'étais investisseur, j'irais demander, bon, si j'ai cette variété ou telle variété, je dois utiliser tel pesticide, quels sont les impacts, les études d'impact? Je dois faire des études d'impact, des études sur la sécurité sanitaire des produits. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'irrigation, il y a un risque que ces périmètres ne puissent pas être irrigués en quantité suffisante, compte tenu du stress hydrique que tout le monde... S'il n'y a pas d'études, il y a un risque certain. S'il n'y a pas d'études, bien tout doit être étudié. S'il n'y a pas d'études, il y a un risque certain. Slimane Hanachi, est-ce que ça vaut le coup aussi? Est-ce que le stress hydrique peut constituer un frein dans les cultures intensives dans le sud du pays? De toute façon, quelle que soit la culture et quelle que soit la région, le stress hydrique, quand on ne maîtrise pas l'itinéraire technique, on aura des problèmes de stress. Quels que soient les stress, il n'y a pas que le stress hydrique. Mais c'est des questions qui sont maîtrisées. On n'a pas de problème sur le plan ressources. On ne peut pas s'engager sans qu'il y ait l'aval de nos collègues du ministère des Ressources en eau par rapport aux différentes régions identifiées. Donc, au préalable, il y a des études qui sont menées. Il y a un modèle mathématique de gestion des nappes géré par l'ANRH. Et nous, on utilise les résultats de nos collègues du ministère des Ressources en eau. Donc, les périmètres identifiés n'auront pas de problème de ressources. Maintenant, la gestion de la ressource, la gestion des irrigations, l'itinéraire technique, ça dépend de la culture. Tout ça, c'est un long travail et qui doit être maîtrisé par l'agriculteur ou par l'investisseur lui-même. Et pour les projets qui seront présentés à l'audace, bien sûr, l'audace d'abord, elle a des études préliminaires à mener elle-même. Et les investisseurs qui vont se rapprocher de l'office, ils vont présenter des études de faisabilité de leur projet. Le comité d'experts qui va accompagner l'audace étudie les projets proposés par les investisseurs. Quand on dit qu'ils étudient leur projet, ça veut dire qu'on va étudier tous les aspects, y compris l'impact environnemental, l'impact économique, etc. Donc, c'est un comité d'experts qui va évaluer la faisabilité de tel ou tel projet, avant qu'ils aient l'aval et l'acceptation de leur projet. Très bien. Donc, pour revenir à la question du décret relatif à l'office, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le décret a pris en charge la création de l'office elle-même pour encadrer tous ces aspects. Mais l'acte de mise en valeur n'est pas nouveau. Que ce soit la petite mise en valeur, ou la grande mise en valeur, ou les exploitations moyennes. Mais il ne faut pas oublier que dans la feuille de route, on a respecté le SNAT, on a respecté toutes les lois qui existent. Et on parle de réhabilitation des oasis, de réaménagement des anciennes palmeraies, de renforcement des zones frontalières, de lutte contre la désertification, de préservation des parcours, aménagement des parcours sahariens. Donc il n'y a pas uniquement la mise en valeur. Et le message est compris, Slimane Hanachi. Le pastoralisme. Très bien. Il nous reste
encore quelques minutes pour ce débat. Si le cahier des charges a considéré toutes les conditions de manière à ce que ce soit réussi, que ce soit que l'investissement en tout cas soit productif et qu'il y ait des projets intégrés, est-ce que dans la création de cet office, est-ce qu'il y a eu capitalisation des enseignements des précédents projets parce qu'il y en a eu des précédents projets de développement de filières intensives dites stratégiques dans le passé, des erreurs à ne pas reproduire, par exemple. C'est l'essence même de l'office. C'est les leçons tirées du passé qui ont fait naître l'office. Et c'est pour ça que le cahier des charges encadre toutes ces erreurs du passé. Qui sont prises. Par exemple, vous avez parlé de la remontée des eaux, du sel, etc. Dans le cahier des charges, le réseau de drainage est obligatoire dans les périmètres où on risque d'avoir ces remontées. L'eau est analysée pour voir le débit et la salinité. Le sol est analysé pour voir, parce qu'il va dans la durabilité. Donc dans le cahier des charges, on le dit, l'exploitation ou la concession doit être mise en valeur, qu'elle soit fertile dans le temps et qu'elle soit productive. Donc il faut des analyses de sol régulières pour voir l'état du sol en matière de salinité, en matière de matière organique, de la microflore qu'il y a dedans, des micro-organismes, etc. Oui. Est-ce qu'il y a une simulation ou une idée que l'Office a fixé en fait ce qu'elle va pouvoir récupérer en termes de non-importation de ces produits? Est-ce qu'il y a un objectif en termes de réduction? Bien sûr qu'on a des objectifs chiffrés en termes de... Rapidement, très rapidement, si je vais vers la betterave sucrière, d'ici 2004, si on arrive à produire nos 47%, c'est-à-dire nos 120 000 hectares, on a réduit l'importation de plus de 400 millions de dollars. Pour les huiles, on n'est pas loin. On n'est pas. Oui, malheureusement. Oui, après c'est une histoire de consommation et de sensibilisation sur la consommation du sucre. Oui, pour ce qui est pour les huiles, avec le soja, le colza, l'arachide, si on rajoute l'huile d'olive, on ne sera pas loin des 900 millions de dollars. Et ce, à l'horizon de 2004, c'est quinquennal. 2024, oui. Je reviens en 2014, c'est terminé. Non, je reviens en arrière. Et voilà. Pour ce qui est du blé, une dernière information, pour ce qui est des céréales? Pour les céréales, est-ce qu'on pourra produire du blé tendre? On est sur la feuille de route pour la production du blé tendre. On est sur la carte agricole pour situer les zones potentielles du blé tendre. Là, il faut produire du blé tendre. Là, il faut produire de blé dur. On est en train de revoir, au fait, on tire les leçons du passé, plus exactement. Oui. Donc, et on espère que ces erreurs ne se reproduiront pas. Une dernière question pour vous, Amina Younsi. Est-ce que ce sera facile d'amener de la main-d'œuvre parce que tout ça, ça ne va pas sortir du sol seul. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour faire en sorte que la main-d'œuvre soit à la fois qualifiée et présente pour soutenir ces investissements? Il faut assurer les cadres de vie qu'il faut, parce que c'était les leçons du passé aussi. Les gens sont partis parce qu'il n'y avait pas d'encadrement. Moi, je dirais une dernière chose aussi. Nous sommes dans une phase de changement climatique. Et j'ai l'impression que ce genre de projet, c'est notre manière de réagir à ces changements climatiques en déplaçant, en essayant de puiser l'eau pour les générations futures et se baser sur l'agrochimie. Et je pense qu'il faut qu'on soit très prudent et revoir un petit peu cette manière de faire. Si on veut maintenir l'audace, on veut être audacieux et maintenir l'audace, alors je pense qu'il faut travailler sur les cultures que nous pouvons maîtriser. Je pensais à la luzerne, je pensais aux blés locaux.
essayons d'intensifier ce que nous avons de pur, ce que nous avons ce que nous avons affectionné, et évitons, et surtout aussi mettre en œuvre les mécanismes pour l'utilisation des pesticides et des produits phytosanitaires, parce que ça va forcément affecter les... Et c'était le dernier mot. Merci Amina Younsi d'avoir été avec nous pour nous éclairer. Vous êtes consultante en agriculture et développement durable, gouvernance environnementale et biodiversité. Merci Salah Chouaki d'avoir été là, nous expliquer la teneur de cet office récemment créé. Je rappelle que vous êtes le directeur du développement agricole et rural dans les zones arides et semi-arides. Et merci à vous, Monsieur Slimane Hanachi, qui était avec nous à distance depuis Ouargla, commissaire au développement de l'agriculture des régions sahariennes. Merci d'avoir été avec nous pour ce débat. On se retrouve mercredi prochain pour revoir cette émission, la page Facebook officielle de Canal Algérie et la chaîne YouTube également. Très bonne soirée à tous, à mercredi prochain.